Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale de l'Automne du Parlement. Il a marqué les esprits par sa joie de vivre. Toujours le sourire aux lèvres, il abordait les sujets, même les plus graves, avec détachement. Ce fils de l'océan voit le jour à Yaoundé le 10 septembre 1945. Il passe une bonne partie de sa vie professionnelle à l'étranger. À son retour au Cameroun, il est nommé sénateur de la région du Sud par le président de la République en 2013. Depuis lors, il a marqué les esprits par ses interventions au sein de la Chambre haute du Parlement, précisément à la Commission des affaires étrangères. Il a siégé pour la dernière fois ici à l'immeuble du Sénat à la session de juin 2025. Pierre-Henri Ngalingua, puisqu'il s'agit de lui, c'est un homme qui aimait l'Afrique, un homme qui aimait la vie. Nous autres qui sommes là depuis plus de 10 ans, il faut être honnête de dire que c'est la même chose qu'on répète. C'est-à-dire que par rapport aux autres années, cette année-ci, on a percé l'abcès en disant qu'il faut donner plus d'indépendance à la Chambre des comptes si nous voulons que les malversations financières soient amputées. Beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Chaque loi qui est décidée au Cameroun doit être validée par le Conseil constitutionnel. Donc il n'y a pas eu de texte, mais il y a eu des événements importants. Beaucoup de Camerounais savent aujourd'hui qu'une élection se fait chaque année une fois et que le Conseil constitutionnel est l'organe le plus important pour valider. Il est le gardien de la Constitution. Aucune maison, aucune nation ne peut tourner sans budget. Mais le point le plus important, c'est la fiscalité locale qui a été introduite cette année. Et cela va imprégner et mettre un accent particulier sur la décentralisation parce qu'on a créé une fiscalité particulière pour les régions. Le sénateur Ngalingua était un modèle. Il était l'ami de tous les sénateurs. Il avait un sens des relations humaines très poussé. En même temps, il avait le sens de la discipline, le sens de la discipline de groupe. Donc, nous perdons déjà un grand militant du RDPC. Nous perdons un grand sénateur qui laisse un vide qui sera difficile à combler. Nous ne pouvons que prier pour que son âme repose en paix. Le sénateur Pierre-Henri Ngalingua était celui-là qui animait en permanence la vie, l'activité au Sénat. Par son assiduité irréprochable, par sa participation aux travaux de manière efficiente, de manière active et permanente, que ce soit dans les travaux en commission ou en plénière. Le sénateur Ngalingua était un homme d'une grande simplicité, toujours attentif et disponible pour conseiller, pour encourager. Son sourire, sa sagesse et sa foi dans le destin de notre nation nous manqueront. En tant que voisin, pendant 5 ans, je garde de lui le souvenir d'un patriote sincère, un homme de paix.
très travailleur, toujours dégagé. Sa disparition laisse un grand vide pour le Cameroun comme serviteur, pour le Sénat comme travailleur, pour moi comme meilleur voisin. Nous qui étions de sa proximité, pendant la dernière session, il n'a pas pu terminer avec nous. Il est effectivement parti sur la pointe des pieds. Mais moi, je le voyais déjà peiner, faire beaucoup d'efforts pour assister aux séances et même, contrairement à son habitude, même de prendre la parole. Il avait l'air soucieux, il avait l'air de souffrir, mais il était assez stoïque dans cette souffrance-là. Il fallait être proche de lui pour le savoir. Et il faut dire un trait de caractère. Vous savez, il était resté très jeune d'esprit, très vif. Sur ce plan-là, il ne faisait pas son âge. Il était quelqu'un qui partageait tout avec les gens de tous les âges. Le sénateur Pierre-Henri Ngalingua et moi partagions la même foi chrétienne catholique. C'est comme ça qu'on s'était retrouvés comme paroissiens depuis également plus de 20 ans. Paroissien de la paroisse francophone Saint-Esprit de Mvolié. J'ai en mémoire un grand souvenir. En 2013, lorsque nous devenons sénateurs, nous étions 3 paroissiens de Saint-Esprit de Mvolié et le curé de l'époque a décidé de faire une messe spéciale un dimanche à l'occasion de notre accession au Sénat. Nous étions donc la doyenne de l'époque, Madame le sénateur Isabelle Tokpanou, le sénateur Henri-Pierre Ngalingua et moi. Ce dimanche-là, le curé nous a mis en haut, comme on dit, en célébrant une messe spéciale en notre honneur. Et à la sortie de la messe, la paroisse a offert un repas dominical à certains paroissiens. Et nous étions les 3 invités d'honneur. Quand j'ai appris le décès de mon grand-père, de mon collègue, de mon ami, une élite importante du Sud, une élite importante de l'océan, ça a été un choc. Ça fait pratiquement 3 mandats que nous sommes ensemble. Ça, c'est la 3e mandature. Et nous l'avons évacué à la session du mois de juin. C'est moi qui ai signé le document pour son évacuation avec le EG. Et je m'attendais à ce que, étant parti en Europe, qu'il pourra venir revenir pour qu'ensemble, qu'on puisse mener cette grande bataille, la campagne présidentielle. On en parlait, comment nous allons faire les tournées ensemble. Je suis vraiment meurtri. Je sais, les mots me manquent. Mais je pense que nous les chrétiens, c'est Dieu qui est au-dessus de tout.
savons que le mystère de la mort, Dieu l'a fixé à sa seule autorité et que personne d'entre nous ne peut en déceler la teneur. Raison d'ailleurs pour laquelle, lorsque nous vivons des moments pareils, on ne peut que dire un seul mot. Tout est grâce. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni. Et à travers ce mystère, nous ne devons pas baisser les bras parce que nous savons que nous allons partir. Mais il arrive, n'est-ce pas, de vivre cet amour que le Seigneur nous a donné. Notre père et frère Pierre-Henri a été pour nous un don de Dieu. Et à travers lui, il a certainement marqué quelques pas auprès de nous, auprès de chacun d'entre nous. C'est une grâce. La grâce que Dieu a donnée à notre père et à notre ami, à notre collègue, de pouvoir marquer justement, n'est-ce pas, ce point ou encore ce pas. Je pense une semaine après sa mort, il m'a dit: maman, parce qu'il nous appelait toutes les filles maman, maman, je sais que tu m'aimes beaucoup. Laisse-moi aller dans la lumière. C'est tellement glorieux où je vais et je te laisse tes frères et sœurs avec ta mère. C'était comme un rêve éveillé parce que je ne dormais pas. Mais c'était audible. C'était audible, c'était papa qui me parlait. Ta mère et toi, gardez mes enfants. Et ils disent, c'est une lumière, tu peux pas, je sais que tu m'aimes, donc tu ne peux pas m'empêcher d'aller dans cette lumière-là. Une semaine après son décès, donc lui m'a parlé. Mais si c'était à moi, je lui ai dit: papa, tu ne m'as pas dit au revoir. Mais là, ça confirmait que, mais voilà, je suis partie. Je suis bien là où je suis. Moi, je suis venu au Cameroun, la dernière fois, moi, je venais tous les 3-4 mois. Donc, je l'ai vu en février. Il avait vraiment changé. Je l'avais vu en octobre, juste avant. Et là, il avait vraiment changé. Il avait pris un coup de vieux. Mais moi, je croyais qu'il avait, parfois, on vieillit d'un coup. Donc, je l'avais trouvé très différent. Typiquement, moi, lorsque je descendais de l'avion, donc à chaque fois que je descendais de l'avion, mon père était là pour m'accueillir. Et là, c'est la première fois de toutes ces années où il n'était pas là pour m'accueillir à l'aéroport parce qu'il était en retard. Donc il arrivait en retard, il avait la canne. Il avait une canne et je l'avais trouvé amaigri et fatigué, très fatigué. Et moi je m'étais dit que c'était un coup de vieux. Puis ensuite, papa était il n'aimait pas inquiéter ses proches. Donc c'était très difficile de savoir si papa avait des problèmes ou pas, parce que comme il veut toujours protéger ses proches, il va toujours vous dire ça va bien, c'est juste ça, c'est juste ci. I was very close with my dad. We would call each other several times a week. And so I noticed that things had changed. So I made dreams and I was worried. So I made some phone calls to know how is my dad doing. Is he okay or not? And people were saying, no, don't worry, Vanessa, everything is okay. He's a little bit tired, but don't worry. And we were supposed to spend the summer together. So, you know, it was in April, end of April. So, okay, 2 months from that, we were supposed to be together. So with my brother and my 2 sisters, we decided, okay, we will see during the summer what is going on, and if there is something to do, we will do it. But from that time, I kept being worried about my dad. I couldn't get away from that feeling that something was wrong. And in June, people started to call to say, things are not going so well. Maybe you should come. Something is not going well. So I called this friend, Minister Sadi. I said, Daddy is not well. You should go and, you know, see by yourself. And so we came and decided to send my dad to the hospital, General Hospital of Yaoundé. And I decided to take a flight to see it by myself.
And when I arrived here and I saw my dad, I said, okay, it's bad. J'ai vécu ces moments comme un cadeau, parce que ça faisait quand même un petit bout de temps que je n'avais pas vu mon papa. Et j'ai vécu ça comme un cadeau qu'il soit venu en France, que ma sœur ait pu le ramener et que je puisse vivre ces dernières semaines avec lui, passer du temps à ses côtés, passer des grands moments d'amour avec mon papa. Et ça aurait été très dur pour moi de ne pas avoir ces moments-là. Papa nous aimait énormément. D'où ces derniers jours de ne même pas se remarier. Parce qu'il me disait toujours, je ne veux pas qu'il y ait des désordres dans ma famille. Si je prends une femme aujourd'hui qui va venir vous maltraiter, je ne peux pas. Ça fait 53 ans que je l'ai rencontré, j'avais pas 18 ans. Et les souvenirs déjà sont nos enfants, parce que nous avons eu 4 enfants ensemble. Donc tous les deux, c'était vraiment notre chef-d'œuvre. Tous les deux, on partageait vraiment cette vie. La réussite de notre vie, c'était nos enfants. Je l'ai rencontré au bal du 14 juillet à Grenoble. Grenoble étant une petite ville de province. Donc on s'est rencontrés comme ça, lui étudiant. Voilà, était venu voir ce qui se passait sur la place parce qu'on danse à l'extérieur. Et puis j'étais en vélo et il m'a raccompagnée à la maison. Donc on cheminait tous les deux, lui à pied, moi poussant mon vélo. Donc c'est mon premier grand souvenir, je dirais. Et puis après, on ne s'est plus quittés. On allait souvent dans les balles, les étudiants organisent beaucoup de fêtes. Enfin à Grenoble c'était comme ça. Donc on allait souvent danser. Et là j'ai découvert l'univers étudiant et africain, que je ne connaissais pas du tout, hein, j'étais toute jeune. Après mon premier grand souvenir, c'est notre voyage ici au Cameroun. Là j'avais 20 ans. Il souhaitait me présenter à sa famille. Parce que pour moi ça a été un choc culturel. J'étais jamais sortie de ma petite ville de province. Et là, hop, j'ai fait 6000 km et je suis arrivée ici au Cameroun. Donc il m'a présenté à toute la famille. J'ai été très bien reçue d'ailleurs, mais j'étais étonnée du mode de vie, de la nourriture. J'ai découvert beaucoup de choses. Suite à la naissance de notre Stéphane, de notre fils, nous sommes partis à Paris parce que tous les deux poursuivions nos études. Et ensuite, il a intégré le CEA, Centre d'énergie atomique, à Saclay, où il était ingénieur informatique. Moi-même, j'étais chef comptable dans une autre entreprise. Et voilà, la vie a continué. Nous avons eu Vanessa. Et après, j'ai eu Émilie. Nous avons eu Émilie, la plus jeune. Et j'étais en congé de maternité. Lui était toujours au CEA et un jour il m'annonce j'ai une grande nouvelle, j'ai obtenu un poste à la BAD. Donc je ne connaissais pas du tout la BAD, je lui dis qu'est-ce que c'est Il me dit la Banque africaine de développement à Abidjan. Je lui dis comment ça à Abidjan? Donc tu veux nous emmener tous en Afrique? My mom was very surprised because she said, okay, we knew that mixed race couple it would be easier to live in France. That was at least what my mom thought. So she told my dad, are you sure that, what are you saying? That we will move the entire family to Africa? So my dad said, I've always been honest about the fact that I wanted to go back to Africa. That it was known from the beginning. So he told my mom, I will go first to see how it goes, and you will stay in Paris with the kids, so my big sister, my big brother, me, and my little sister. And then if everything goes well, you will come join me in Abidjan. So it was in 1981, and after a couple of months, we all moved to Abidjan in June 1981. Fin juin 81, on l'a rejoint à Abidjan. Il avait tout préparé, il avait loué la maison, enfin tout était bien. Et moi-même, j'ai obtenu un poste, puisque j'étais de formation expertise comptable, donc j'ai obtenu un poste à la fiduciaire France-Afrique. Pierre avait beaucoup d'engagement à la BAD, énormément, parce qu'on lui avait confié des grosses missions. Donc, il avait souvent des réunions, il avait souvent des... Voilà. Mais le soir, on se retrouvait. On avait quand même on avait mis en place quand même certaines choses. Le midi, on était chacun à droite à gauche, mais le soir, on prenait le repas ensemble avec les enfants. Ça, c'était un rituel. For my dad, family always came first. So he was working very hard, the same for my mom.
But the chance that we have when we live in Africa, so you can have help. So at home you will have people to help you. And there was one rule. Every morning we will wake up very early to pray, and every evening we will share the meal together. When my dad started to work for the United Nations Program of Development, the memory that I have as a child, he was traveling a lot. But every time he would come home, he would bring lots of gifts. So for us, we would travel, and one Christmas we joined him in New York because he was working in New York at that time. And as a child, it was incredible. It was magic. And as we said already, my dad's family always came first. His children were his biggest treasure, so he was always present. Il y a eu des mouvements sociaux en Côte d'Ivoire suite au décès d'Oufouette. Enfin, c'était un petit peu compliqué et ils ont fermé toutes les écoles, année blanche. Donc, d'un commun accord avec le papa de mes enfants, j'ai décidé de rentrer en France avec eux. Déjà, j'ai fait partir les enfants en France pour terminer leur année scolaire, donc je les ai répartis dans la famille. Moi, j'ai terminé mon année parce qu'il fallait que je travaillais, donc j'avais des engagements. Et en septembre, on est tous restés en France et Pierre a continué de travailler au PNUD. Et puis après, donc il a fait quand même une longue mission. Et puis après, comme moi j'étais rentrée en France, depuis toujours il voulait rentrer au Cameroun. Mais j'étais réticente. Donc ça lui a donné cette opportunité. Moi étant en France, il savait que les enfants étaient scolarisés, que tout allait bien, il venait nous voir régulièrement. Donc il a saisi cette opportunité pour rentrer au pays et servir son pays. Ça avait toujours été son idée. L'enfance, je peux pas avoir l'enfance, mon père sans ma mère, en fait, c'est une famille, en fait. C'est vraiment la famille. Ils m'emmenaient danser avec eux. Moi, j'étais bébé, ils mettaient, ils dansaient, ils faisaient. Donc, une famille très aimante, une famille fantastique. On est parti après en Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Mes deux parents, je dirais, avaient un point commun, c'est-à-dire que très jeunes, ils n'ont pas eu accès à leurs parents. Mon père a perdu très tôt ses parents, ma mère aussi, c'était un peu plus compliqué avec ses parents. Je dirais qu'ils étaient animés tous les deux par le fait que ce dont ils ont manqué, leurs enfants ne manqueront pas. Papa, c'était quelqu'un qui non seulement démontrait son amour, mais le disait. Comme je disais, il ne pouvait pas y avoir une semaine sans qu'il me dise « je t'aime ma fille ». Et ça, c'est quand même rare. Un papa qui va dire avec des mots « je t'aime », avec papa, il ne peut pas passer une semaine sans qu'il le dise, sans qu'il l'écrive. Un papa très aimant, un papa cool. Il nous laissait vivre notre vie. L'important, c'était qu'on lui dise ce qu'on faisait. Il fallait qu'on soit honnête. Pas de mensonge. Il faut dire ce que tu fais. Et il faut travailler à l'école. Papa était très exigeant là-dessus. Il était intraitable là-dessus. Papa était un papa gâteau, papa était un papa poule, qui nous a vraiment apporté énormément de sécurité émotionnelle par son amour. Et ça, c'est important. Voilà, c'était aussi un papa qui nous faisait... qui nous donnait aucune limite dans ce qu'on pouvait devenir dans la vie. Beaucoup plus sévère avec moi. Déjà, vous savez, la culture bantou veut qu'on soit sévère avec les aînés pour que les cadets suivent l'exemple. Donc, il me traitait vraiment comme un grand frère au pas. Il était sévère, mais sévère, c'est dans les études, les sorties. Moi, je ne pouvais pas sortir n'importe comment. Il fallait demander la permission. Bon, maman tempérait tout. Parce que quand il refusait, elle allait par derrière pour dire, mais vraiment, c'était, tu es la première fille, tu es le premier enfant. Il y a des bêtises que tu ne dois pas faire parce que sinon tes petits frères vont le suivre. Un bon vivant aussi. Nous avons partagé ensemble et plusieurs fois, soit chez moi, soit chez lui, soit dans des invitations collectives où on était, de bons moments, de plaisir de table. Il savait apprécier les bonnes tables et savait les partager aussi. Papa, c'était quelqu'un qui aimait la vie. Papa, il aimait faire la fête, il aimait rire, il était simple. Papa, c'était quelqu'un de très simple, très généreux et vraiment, encore une fois, très aimant. L'amour, vraiment, c'est ce qui a guidé sa vie. Il était très généreux avec tout le monde autour de lui. Papa pouvait manquer, mais il fallait qu'il donne d'abord.
parce qu'il nous a transmis, c'est aimer les gens, aimer les plus démunis, ceux qui ont le plus de difficultés, ne pas avoir une approche égoïste de l'existence, qu'on vit tous en interdépendance, et que du plus petit, du plus modeste au plus grand, nous sommes tous égaux devant le besoin des uns et des autres, et que l'autre est plus important même que nous-mêmes, parce que sans l'autre, il n'y a pas de nous. Last word from my dad. I love you. I love you. And this is not the last word, because when he was alive, we would say it to each other every week. So he knows that. He knows that I love him. And rest in peace. You deserve to rest, because you gave so much to us, your family, to everyone, to your country. So now you deserve to rest. And although it's very difficult for me to let you go, I let you go. I accept that, and I know that you're gonna keep shining on us and praying for us. Et je le remercie de m'avoir accueilli dans sa vie. Je le remercie justement de m'avoir offert cette sécurité émotionnelle par cet amour inconditionnel qu'il a pu m'offrir. Et puis, voilà, je lui souhaite de rayonner dans cette nouvelle vie comme il a rayonné auprès de nous dans notre vie. Dans ma douleur, tout près de toi. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, mon papa part de quelque chose qui se soigne et qu'il aurait dû être soigné ici au pays. Et que l'évacuation que nous avons organisée de la dernière chance n'aurait pas dû avoir lieu. Papa aurait dû être soigné au pays et pouvait être soigné au pays. Mais vous savez, papa nous disait souvent, les voies du Seigneur sont impénétrables, donc on accepte la décision de l'Éternel. C'est sûr qu'en tant qu'humains qui restons derrière avec notre peine, on reste aussi avec des pourquoi. Dans les jours où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. C'était donc Pierre-Henri Ngalingua, tel que vu par les personnes qui l'ont connu. Merci de nous avoir prêté votre attention. Rendez-vous à une autre édition.